Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier webinaire de la Semaine des Champions. Semaine intense avec des webinaires qui ont été tous passionnants, que vous avez la possibilité de revoir. Donc, je suis Christian Gautreau, le coordinateur de la relation entreprise et de l'enjeu One Health. Donc, je vous invite à suivre les aventures. Donc, cette semaine, nos 5 champions ont présenté leur webinaire. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette semaine. Nous avons Candela qui est notre champion. Ce que je vous propose, c'est de vous dire en quelques mots qu'est-ce qu'un champion et comment on devient champion. Alors d'abord, pour vous situer le contexte, le pôle va se fêter cette année ses 20 ans. Et nous avons un programme champion qui existe depuis 2011. Autant vous dire que un certain nombre de fleurons de l'industrie deep tech française ont été champions. Et c'est tout ce qu'on espère, c'est que les entreprises qui sont champions cette année, qui sont déjà à un niveau de maturité assez important, puissent encore scaler vers des horizons encore meilleurs. Pour être champion, eh bien c'est très simple. Chaque membre, c'est réservé bien sûr aux membres, chaque membre appartient à un hub technologique ou à un enjeu, et c'est ce hub, c'est ce copil, c'est ce porteur, ce coordinateur qui va proposer à un jury, qui va proposer ce champion. Donc Candela a été mis en avant par 2 hubs pour le coup. C'est le hub optique et photonique de Najwa et le hub engineering de Daniel. Donc, notre jury reçoit ces candidatures, les étudie, les analyse, et il y a une audition qui se fait où le jury a pu recevoir toutes les équipes, en particulier les équipes Candela. Voilà. Donc, qu'est-ce que le jury a retenu de ce millésime? Ça, c'est important. Le jury, il a retenu de ce millésime 2024 d'abord une maturité deep tech très importante sur nos 5 champions. Des champions qui adressent des sujets stratégiques en termes de deep tech et en termes de marchés européens et mondiaux, et surtout des champions qui abordent leur écosystème avec vraiment une dimension très pragmatique, et en particulier c'est le cas de Candela. Donc ce sens de l'innovation et du pragmatisme, il est vraiment très important dans nos 5 champions et particulièrement chez vous, Candela. Alors, qu'est-ce que le jury a dit, a retenu et a publié sur Candela? D'abord, je vais vous lire le texte de Fadwa Subé, qui est le président du jury. Parfaite alliance entre l'excellence scientifique au top niveau mondial, dans le quantique, et le pragmatisme et l'humilité de l'équipe de Valérian. Deuxième point, l'approche step by step, très attentive aux besoins des clients. Ça, c'est vraiment ce qui est ressorti et ce qui a beaucoup plu au jury et ce qui a donné aussi l'envie de porter un acteur du quantique comme champion. Et dernier point, une construction terrain et opérationnelle de l'offre et de la roadmap. C'est-à-dire vraiment focus sur le terrain, focus sur la dimension et c'est pas un hasard si en plus aujourd'hui vous êtes présent pour nous présenter un retour d'expérience avec un de vos clients. Ça, c'était vraiment les points importants et c'était vraiment nécessaire de les dire. Et ce que je voulais aussi signaler, c'est que cette année, vous êtes le premier acteur du quantique à être champion du pôle. Et ça c'est un point vraiment important. Un rappel pratique à tous nos auditeurs. Vous avez la possibilité dès maintenant de poser des questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau. Ces questions seront traitées en fin de présentation. Donc, j'aurai l'occasion de les reprendre, de les lire et de les faire commenter aux équipes Candela. Voilà, on est sur le point de commencer la présentation, mais on a une petite surprise. Puisque finalement, on a l'opportunité de faire intervenir Najwa qui est la coordinatrice du hub. Najwa, c'est à toi. Merci Christian pour cette intervention. Merci, bonjour à tous. Merci à Candela
pour sa confiance. Voilà, moi je suis coordinatrice du Hub Optique et Photonique. J'ai aussi la casquette de co-coordination du groupe de travail semi-conducteur et je suis ravie de compter Candela parmi les champions 2025. Donc effectivement, Candela est une entreprise innovante de la Deep Tech qui fait partie du Hub Optique et Photonique depuis de nombreuses années et qui est aussi membre du comité de pilotage avec la participation de Valérie Angès et de Yara Eledroge. Cette entreprise se distingue notamment par ses méthodes de génération de photos intriquées qui sont essentielles pour le calcul quantique. Et l'ascension de celle-ci a été fulgurante depuis quelques temps, avec des collaborations à la fois internationales, mais aussi nationales, l'ouverture de filiales à l'étranger, dont des filiales en Amérique du Nord. Et je suis personnellement ravie de les compter parmi les champions du pôle, un label, comme vous le saviez, qui est exigeant et qui est à la hauteur du développement fulgurant de Candela. Encore une fois, bravo à vous. Et merci Christian pour l'invitation. Eh bien, merci à toi pour avoir pris la disponibilité de venir sur ce webinaire. Eh bien, chers auditeurs, je vous laisse entre les mains expertes de Pierre-Emmanuel, de Ariane et de Joseph pour la présentation Candela. Merci beaucoup Christian. Déjà, je voulais remercier le pôle systématique pour la confiance qu'ils nous ont accordée. On est très honorés d'avoir été choisis comme champion et on est très contents. Et donc avec Ariane et Joseph, on va vous parler d'un sujet qui nous est cher, le calcul quantique face aux enjeux énergétiques. Petit rappel sur nos rôles. Moi, je m'occupe de la partie algorithmie à Candela. Ariane est une experte de l'énergétique du quantique, aussi à Candela. Et Joseph Michael est le responsable de la partie quantique à EDF. Et on vous expliquera plus tard pourquoi ça fait sens qu'on fasse une présentation commune. On a des projets énergétiques en commun. Voilà. Comme je sais que l'audience peut être un peu hétéroclite et que le mot quantique peut faire assez peur, on va commencer par une introduction assez gentille au quantique. On va parler de quantique, de thermodynamique quantique, pour un peu mettre du vocabulaire précis sur ce qu'on va présenter. Ensuite, on aura Joseph qui va nous faire un point sur pourquoi l'énergétique et le quantique ensemble. Et ensuite, Ariane vous montrera un peu les projets un peu plus précis qu'on fait, donc un peu plus scientifiques, en restant quand même accessible. Voilà. Donc je vais commencer, et je vais commencer par vous parler un peu de physique quantique et de pourquoi la physique quantique et l'information quantique. Donc de l'information quantique, de la physique classique à l'information quantique, pardon. Donc jusqu'au XXe siècle, on avait une physique qui décrivait quand même très bien ce qui se passait dans le monde. On a appelé ça la mécanique newtonienne. Et on pouvait prédire beaucoup de choses dans le monde. Donc on pouvait prédire le mouvement des astres, on pouvait prédire même la lumière, qui est quand même déjà, enfin on le verra plus tard, un système quantique, mais on pouvait au moins utiliser une théorie pour décrire certains comportements de la lumière. On arrivait très bien à comprendre le fonctionnement des moteurs, donc la thermodynamie et même l'électromagnétisme. Donc c'est vraiment une physique qui était assez robuste pendant quand même plusieurs siècles, donc des années 1600 à fin du XXe siècle. Mais déjà, à la fin du XXe siècle, on a commencé à repérer des petites anomalies, notamment deux choses, ce qu'on a appelé le rayonnement du corps noir et un autre effet qui s'appelle l'effet photoélectrique. Donc le rayonnement du corps noir, il échappait un peu à la physique quantique, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à la physique classique, pardon. On n'arrivait pas à décrire tout ce qui se passait avec la physique newtonienne. La raison à ça principale, c'est que la lumière n'était pas considérée comme un objet quantifié, d'où la physique quantique après, et donc la description n'était pas correcte.
Et donc, on a eu des scientifiques qui ont commencé à pouvoir expliquer ces phénomènes en quantifiant la lumière. Donc, c'est Planck qui a expliqué le corps noir en proposant une théorie quantique, bon, des quantas de lumière. Et ça marchait aussi très bien pour l'effet photoélectrique. Donc, l'effet photoélectrique, c'est quand on envoie un rayonnement sur une plaque de métal et on observe sur les bords de la plaque qu'il y a un courant qui se produit. Donc, il y a eu finalement des électrons qui sont baladés. Donc, ça veut dire qu'il y a eu, si on veut, des électrons qui sont fait arracher par le rayonnement lumineux. Sauf que ça dépendait de la fréquence de la lumière incidente. Et donc, la bonne théorie pour décrire ça, c'est que les paquets de lumière qui sont envoyés ont une certaine énergie et il faut que l'énergie matche exactement l'énergie de libération des électrons. Et donc, c'est les premières théories qui sont arrivées au début du XXe siècle qui expliquaient très bien ces problèmes qui échappaient à la physique classique. Et ces théories nécessitaient de quantifier, d'où le mot quantique, si on veut. Suite à ça, donc là, on va plutôt faire un bond dans le temps. On va arriver dans les années disons, 1950. Et là, on a une première révolution quantique, puisqu'on a en fait des applications de la physique quantique dans les objets du quotidien. Donc, notamment, on a les 3 objets transistors, laser et laser diode, qui sont des objets qu'on connaît très bien maintenant, mais qui n'existent que parce que la physique quantique a été créée au début du XXe siècle. Donc on a une première évolution quantique avec des objets qu'on utilise maintenant au quotidien, comme des scanners IRM ou nos ordinateurs qui dépendent vraiment de la physique quantique. Donc il n'y a pas, les ordinateurs ne sont pas des ordinateurs quantiques, mais ils dépendent de la physique quantique. Voilà. En parallèle, il y a une autre évolution qui est la théorie de l'information. Donc la théorie de l'information est un peu née avant la naissance de l'ordinateur, si on veut. Mais c'était des premières théories qui permettaient de comprendre un peu ce qui se passait au niveau informationnel. Donc qu'est-ce que l'information, comment on quantifie l'information. Donc ce genre de questions qui n'avaient pas été posées avant. Donc ça, c'était une révolution qui a été, disons, plutôt indépendante de celle quantique. Et ensuite, ce qu'on voit à l'heure actuelle, donc disons depuis les années 1990, c'est un peu une fusion des deux. Donc un mélange de l'aspect quantique et de la théorie de l'information qui donne du coup l'information quantique. Et donc l'information quantique, c'est un domaine qui utilise les briques de base des théories quantiques. J'en ai mis quelques-unes ici, mais on y reviendra plus tard. Donc des phénomènes qui ne sont pas explicables classiquement, comme la superposition quantique ou l'intrication quantique, et qui vont essayer d'utiliser ces phénomènes quantiques pour le traitement de l'information. Donc par exemple, si on veut faire de la communication avec des systèmes quantiques, donc de la communication quantique, si on veut faire des capteurs quantiques, pour essayer d'avoir des capteurs qui soient plus précis que les capteurs actuels, ou si on veut faire du calcul quantique. Et donc dans tous ces domaines, l'enjeu, c'est donc un traitement d'information par la physique quantique qui permettrait des avantages par rapport au traitement classique. Voilà. Et donc, on arrive dans cette magnifique deuxième révolution quantique, depuis les années, disons, 80-90. Et donc, Candela s'inscrit vraiment dans cette deuxième révolution quantique. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de construire un ordinateur qui se base sur les lois de la mécanique quantique. Voilà. Donc ça, c'était brièvement une introduction à pourquoi l'information quantique et d'où est-ce que ça vient. J'espère que ça a pu éclairer un peu le pourquoi du comment et un peu démystifier ces mots qui parfois sont un peu effrayants. Et avec ça, je vais laisser la parole à Ariane pour vous parler de thermodynamie.
Merci. Oui, alors, je vais aussi refaire un petit peu d'histoire et vous parler maintenant d'une histoire d'une autre théorie qui est celle de la thermodynamique et plus récemment une théorie qu'on appelle la thermodynamique quantique, domaine que je connais bien et dans lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Alors en fait, je vais prendre un petit peu le temps d'expliquer parce que l'histoire finalement de la thermodynamique et de la mécanique quantique, elles sont liées et on n'est pas forcément très au courant de ces interactions. Donc pour replacer dans son contexte, la thermodynamique, en fait, c'est une théorie qui étudie les transferts d'énergie dans des systèmes. Ça a été développé au moment de la révolution industrielle au 19e siècle, qui est un moment où on s'est mis à construire des machines à vapeur. Concrètement, une machine à vapeur, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui arrive à convertir de la chaleur en un mouvement mécanique. Donc aujourd'hui, ça nous paraît naturel, mais à l'époque, l'idée que finalement la chaleur et le mouvement mécanique, c'est deux formes d'une même quantité qu'est l'énergie, c'était pas du tout évident. Et c'est au moment de cette révolution qu'on a réussi à formaliser tout ça et ça a donné la théorie de la thermodynamique, notamment mise en place par Sadi Carnot. Et ce qui est intéressant, c'est que cette théorie, donc non seulement elle s'est développée au moment de la révolution industrielle parce qu'il y avait le développement de ces machines, mais ça a aussi en retour permis d'alimenter la révolution industrielle et d'obtenir des machines beaucoup plus performantes. Alors ensuite, donc on arrive vers la fin du XIXe siècle, et Pierre-Emmanuel en parlait tout à l'heure, il y a eu ce paradoxe du rayonnement du corps noir. En fait, le rayonnement du corps noir, c'est aussi un problème de thermodynamique quelque part. Qu'est-ce que c'est? La question c'est, si on prend un objet qui chauffe, vous pensez par exemple à une lampe à incandescence, ça chauffe et donc ça émet de la lumière. Et si on se pose la question de l'analyse de l'énergie de cette lumière émise, et si on essaie d'expliquer ça avec les outils de la thermodynamique, en fait, on se rend compte que ça ne marche pas. Pour les raisons dont Pierre-Emmanuel a parlé, qu'en fait, dans l'image de la thermodynamique classique, on s'intéresse à des objets qui sont, on va dire, continus, qui ont une énergie continue, alors qu'en fait, la lumière, elle est quantifiée. Et donc, c'est à partir de là qu'on a pu, c'est à partir de ce constat qu'on a compris qu'en fait, pour expliquer le rayonnement du corps noir, il faut avoir une vision quantifiée de la lumière, et ça a donné lieu à la mécanique quantique. Donc de façon assez intéressante, la mécanique quantique, elle est partie d'un problème de thermodynamique, d'énergie, mais en fait pendant plusieurs années, la mécanique quantique s'est développée et on a un peu perdu de vue les aspects énergétiques des systèmes quantiques, jusque dans les années 60, où en fait avec le développement des lasers et donc au moment de cette première révolution quantique, les idées de revenir sur parler de finalement l'énergétique des systèmes quantiques est revenu à la mode et ça a donné le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui la thermodynamique quantique. Donc tout simplement, la thermodynamique quantique, c'est l'extension de ces théories de thermodynamique à des systèmes quantiques. La grosse différence avec la thermodynamique classique, c'est que dans le cas classique, on avait des grands objets caractérisés par des énergies continues, alors que les systèmes quantiques, ils sont de très petite taille, ils sont discrétisés, c'est-à-dire que on a parlé de la quantification de la lumière, ça se traduit au niveau énergétique dans le fait que l'énergie d'un système, ça ne va pas être des valeurs continues, mais quelque chose de quantifié. Donc a priori, il y avait, voilà, donc c'est quand même des systèmes qui sont très différents, mais on s'est rendu compte qu'on peut appliquer une théorie similaire pour décrire donc les flux d'énergie et les transferts d'énergie dans les systèmes quantiques. Donc voilà, donc il y a eu le développement de cette théorie dans les années 60, mais après on a aussi reperdu un petit peu d'intérêt, enfin c'est quelque chose qui n'a pas forcément pris beaucoup d'essor à l'époque. Mais par contre, depuis les années 2000, ce qu'on constate, c'est un regain assez fulgurant d'intérêt pour le domaine de la thermodynamique quantique. Et ça, c'est lié au développement des technologies quantiques. Parce que maintenant, on est à un stade d'avancement scientifique où on est capable de fabriquer des machines comme des ordinateurs quantiques, mais aussi d'autres. On a fait d'autres aussi avancées expérimentales qui permettent d'aller finalement étudier de façon précise ces fameuses transferts d'énergie qu'on a au niveau quantique. Donc on a le développement de machines quantiques, il y a eu le développement de l'information quantique aussi, dont Pierre-Emmanuel vous parlera, on en a parlé un petit peu et parlera tout à l'heure. Voilà, donc toutes ces avancées ont justifié qu'on se réintéresse à la thermodynamique quantique, et ça va aussi dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en fait, on a maintenant des avancées expérimentales qui permettent de tester des théories de thermodynamique quantique, et inversement, les avancées de la thermodynamique quantique nous permettent de mieux comprendre ces technologies, et peut-être, enfin, de quantifier et d'optimiser les transferts d'énergie dans ces systèmes. Donc voilà, donc ça c'est depuis les années 2000, et encore plus récemment, il y a une autre notion qui est apparue, qui est celle d'un avantage énergétique quantique. Alors, ça,
Pierre-Emmanuel en parlera dans un instant, ce qui a motivé la création d'ordinateurs quantiques, c'est ce qu'on appelle un avantage computationnel. C'est le fait que grâce à la physique quantique, on peut résoudre des tâches qui sont impossibles à résoudre par des ordinateurs classiques. Il y a une autre notion qui est un peu plus récente qui a fait son chemin, c'est l'idée d'un avantage énergétique. Est-ce qu'un ordinateur quantique peut résoudre des problèmes en consommant moins d'énergie qu'un ordinateur classique? Alors pendant très longtemps, en fait, cette question-là, on se disait que non. Et il y avait c'était même pire, l'argument énergétique, c'était un argument qui était un peu retenu contre le développement des technologies quantiques, et particulièrement des ordinateurs quantiques, parce qu'on se disait qu'en fait, le coût énergétique associé à ces technologies allait être énorme. La raison à ça, c'est qu'en fait, pour utiliser les effets quantiques, on a besoin d'être à très basse température. Pour être à très basse température, il faut un cryostat. Donc là, j'ai représenté sur la slide un cryostat à dilution. C'est des grosses machines qui permettent de descendre à des températures proches du zéro absolu. Le problème, c'est que ces cryostats, évidemment, ils consomment énormément d'énergie. Donc, en fait, il y avait un peu ce principe de base en disant, bon, effet quantique veut dire cryostat consomme de l'énergie, donc a priori, technologie quantique va être énergivore. Mais en fait, si on prend le temps de faire le calcul proprement, on se rend compte que c'est pas si évident. Donc ça, on va développer, je reviendrai sur ça plus tard et on va vous en parler plus dans la présentation, mais en fait, pour comprendre un petit peu pourquoi c'est pas si évident, déjà, il y a une notion il y a une grande diversité de hardware, de méthodes qu'on peut utiliser pour développer des technologies quantiques qui ne sont pas toutes qui n'ont pas forcément toutes besoin de beaucoup de cryogénie. Et puis même pour celles qui sont en fait qui utilisent de gros cryostats, on se rend compte que si on fait les calculs, finalement, c'est pas le coût énergétique n'est pas si élevé et voire même peut-être plus bas que pour les ordinateurs classiques. Donc cette notion d'avantage énergétique versus avantage computationnel, c'est une notion qui est très récente. Quand je dis très récente, c'est peut-être 1 an ou 2, et c'est un des moteurs de l'initiative dont Joseph va vous parler, qui vise à quantifier et optimiser les coûts énergétiques des ordinateurs quantiques. Voilà. Donc ça, c'était pour le contexte. Maintenant, je vais relaisser la parole à Pierre-Emmanuel qui va vous parler un peu plus d'informations quantiques, en fait. Merci Ariane. Donc je reprends la main pour vous parler de quantique un peu. Donc j'ai un peu déjà introduit certains termes et Ariane est repassée dessus. Disons, c'est dur de faire une présentation de quantique sans vous parler un peu des effets quantiques. Donc quand on dit effet quantique ou effet non classique, c'est les effets qui ne sont pas accessibles par une théorie donc newtonienne, une théorie classique. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette partie. Je pense que c'est une partie très intéressante et on pourrait y passer des heures, mais comme ce n'est pas le cœur de la présentation, je vais juste essayer de vous donner des petits indices de lecture. La première chose que je voulais dire, c'est que le grand changement de paradigme entre l'information dite classique et l'information dite quantique, c'est que l'unité de base du calcul n'est plus le bit 0 ou 1, donc c'est un peu ce que vous avez dans la technologie des transistors. Vous avez 2 possibilités pour le traitement d'information, les résultats du bit. Mais maintenant, on va avoir un qubit pour quantum bit en anglais. Et le qubit, c'est un objet un peu spécial, un objet qui est propre au système quantique, qui est en fait l'encodage de l'information dans un système à 2 niveaux quantiques et qui va avoir des propriétés particulières que je détaille dans la slide d'après. Donc si vous voulez faire un algorithme quantique, vous avez plusieurs ressources à votre arc. Une première ressource dont on parle beaucoup, c'est la superposition. C'est une propriété donc qu'on pouvait un peu voir dans l'image d'avant sur les qubits. C'est-à-dire qu'un système quantique peut être dans plusieurs états à la fois. Peut-être que vous avez entendu parler du chat de Schrödinger. Donc ça, c'est un peu une expérience de pensée pour s'approcher de ce que pourrait être la superposition. Donc du coup, vraiment, un état quantique, il est vraiment dans plusieurs états à la fois. C'est vraiment une superposition probabiliste de ces états. Et donc, une conséquence de ça, c'est que la mécanique quantique est fondamentalement probabiliste et pas déterministe. Voilà. Donc ça, c'est un
une notion purement quantique. On a aussi la notion d'intrication quantique. Et donc ça, l'intrication quantique, c'est vraiment très très particulier et c'est vraiment un peu le cœur des avantages qu'on peut trouver dans les algorithmes quantiques et dans les applications de la quantique. Et en fait, l'intrication, si je veux vulgariser un peu ça, c'est que vos systèmes quantiques, donc l'intrication, c'est des propriétés de plusieurs systèmes quantiques. Ces systèmes quantiques vont avoir des corrélations qui sont difficilement explicables de notre point de vue, disons. Par exemple, vous pouvez imaginer que vous avez deux pièces, donc c'est l'image qui est représentée. Vous avez deux pièces que vous pouvez flipper pour faire pile ou face. Et en fait, ces deux pièces sont corrélées d'une certaine manière à ce que si une des pièces fait pile, vous pouvez jeter l'autre pièce et vous êtes sûr que l'autre pièce sera toujours pile. Et inversement, si elle fait face, l'autre pièce sera toujours face. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas vraiment compréhensibles de notre point de vue. C'est-à-dire que pour nous, si on lance des pièces, elles sont vraiment indépendantes l'une de l'autre. Alors qu'ici, dans les systèmes quantiques, on peut vraiment avoir des corrélations qui ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Et c'est ça qu'on va exploiter pour faire des algorithmes qui ont un avantage. Et ensuite, il y a d'autres notions que certains ont pu entendre si vous avez fait des cours de physique dans votre cursus. Donc ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. J'ai parlé du fait que la théorie quantique est fondamentalement probabiliste. Et si vous faites une mesure sur votre système quantique, ça va réduire cette probabilité à un événement. Et si vous refaites la même expérience, cet événement sera toujours l'événement qui va ressortir. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la réduction du paquet d'ondes, qui est aussi une propriété quantique. Et le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui dit que pour certaines mesures, vous ne pouvez pas être infiniment précis sur les deux mesures. C'est-à-dire que si vous essayez d'être le plus précis possible sur une des propriétés du système, vous allez être de moins en moins précis sur l'autre propriété du système à cause de ces propriétés quantiques. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça peut vite devenir compliqué, mais j'espère que ça a un petit peu éclairé. Donc ça, c'est les ingrédients de base qu'on présente un peu si vous faites un cours de physique quantique niveau licence 3. Voilà. Et ensuite, si vous faites un cours plutôt Master 2, vous allez arriver sur ce type de ressources. Donc c'est ce qu'on appelle un peu, donc ça c'est un petit peu hors programme si vous voulez, mais pour ceux qui veulent suivre, je vais en parler pendant 2 minutes. Il y a des théories qui sont arrivées un petit peu plus tard que le développement initial de la physique quantique, qui s'appelle les théories de la ressource. Donc la théorie de la ressource, c'est d'identifier des ressources qui sont vraiment inhérentes au système quantique et qui ne peuvent pas être présentes dans les systèmes classiques. Donc dans ces théories de la ressource, on a 3, alors c'est toujours sujet à évolution, mais ici je présente 3 ressources qui sont vraiment identifiées comme importantes pour le calcul quantique. C'est l'intrication, j'en ai déjà parlé dans la slide d'avant, la cohérence. Donc la cohérence, c'est un processus qui permet de conserver l'information quantique, puisque les systèmes quantiques sont très très fragiles, et donc ils sont sujets à ce qu'on appelle la décohérence, c'est-à-dire qu'ils vont perdre leur information, ils vont perdre l'information quantique. Et donc ça, c'est un problème, parce qu'en fait, si un système quantique décohère, il devient un système classique, et on veut qu'il reste quantique, donc il faut qu'il garde une grande cohérence. Et ensuite, on a une autre ressource qui s'appelle la magie, qui est un petit peu subtil à expliquer, mais disons, donc je ne vais pas rentrer dans les détails sur la magie, mais en tout cas, c'est une ressource qui est nécessaire au calcul quantique aussi. Et donc, en fait, sur le diagramme que vous avez à côté, ça vous montre que si vous prenez une ou deux ressources, vous n'êtes jamais vraiment quantique finalement. Le seul endroit où vous êtes quantique, c'est quand vous prenez les 3 ressources ensemble. BQP, sans rentrer dans les détails, c'est une classe de complexité qui est inhérente aux ordinateurs quantiques. Donc si vous voulez vraiment un ordinateur quantique, il faut être dans cette classe-là. Et donc il faut ces 3 ressources-là, la magie, la cohérence et l'intrication. Donc si vous avez que intrication et magie, sans cohérence, eh ben, vous n'avez pas de système quantique, vous n'avez pas d'ordinateur quantique, vous ne pourrez pas résoudre un problème très très dur. Il faut vraiment ces 3 ressources-là. Voilà, donc ça c'était un peu la slide plus compliquée. Vous pouvez aussi retenir les 4 notions précédentes, c'est peut-être des choses qui vous parlent, pour poser un peu les mots sur le quantique.
Donc l'idée, c'est pas de rentrer trop dans les détails sur le quantique, mais de vous donner aussi un peu d'intuition sur l'énergétique et pourquoi c'est important aussi pour le développement des ordinateurs quantiques. Et pour ça, je vais laisser la main à Joseph qui va vous parler de tous ces sujets-là. Merci Pierre-Emmanuel, merci Ariane. Donc, Joseph Michael, je travaille à EDF et je suis responsable de ce que EDF fait en technologie quantique. Donc, ça couvre une grosse partie d'algorithmie quantique, de développement d'algorithmes quantiques, en particulier avec Candela. Et ça couvre aussi la cyberpost quantique et les capteurs quantiques, dont on a un petit peu parlé en introduction. Alors, je viens vous présenter aujourd'hui le projet OECQ, donc c'est l'acronyme pour Optimisation de l'énergétique du calcul quantique, qui est un projet BPI financé dans le cadre de France 2030, qu'on a commencé il y a 2 ans maintenant. Enfin, on a commencé les premières réflexions il y a 2 ans, avant l'émergence de ChatGPT, et déjà à l'époque, on avait identifié le fait que quand on achète un HPC, le tiers de la facture totale est dévolu au coût énergétique de ces HPC. Aujourd'hui, on voit une croissance importante du nombre de HPC dans le monde, et les 10 premiers consomment l'équivalent d'une ville d'un demi-million d'habitants. Comme je dis, ça croît beaucoup. ChatGPT et ses collègues ont participent à cette croissance. Vous voyez sur la gauche la croissance des besoins en calcul à l'échelle mondiale, et c'est une échelle logarithmique. Sur la droite, vous voyez l'amélioration de l'efficacité énergétique des calculateurs. On voit qu'effectivement cette efficacité s'améliore, mais pas suffisamment pour absorber la croissance mondiale de la capacité de calcul. Donc on fait face à un mur, sur un mur énergétique lié à l'augmentation des besoins en IA. Et puis la question qu'on s'est posée il y a 2 ans maintenant, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu développer l'IA et puis les data centers et les HPC avec en tête le coût énergétique de ces technologies-là. Comme Ariane l'a dit, c'est vrai que on est parti tous fleurs au fusil pour le développement des machines quantiques, avec l'ambition d'avoir des calculs plus rapides, plus efficaces, pouvoir traiter des problèmes de taille plus importante, etc. On a peut-être parfois un peu ignoré certains autres fruits qu'on aurait pu ramasser sur la route, et parmi ces autres fruits, on a peut-être eu tendance à ignorer l'avantage énergétique, qui pourtant depuis sont devenus un enjeu stratégique important. Et le quantique arrive à ce moment-là où finalement les questions énergétiques sont importantes. On voit qu'on fait face à un mur du HPC classique. Donc évidemment, aujourd'hui, il est clair que si les calculateurs quantiques sont plus sobres que leurs concurrents, enfin que la technologie des HPC classiques, ça sera un avantage pour ces technologies-là. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus pour dire si ces machines seront plus ou moins sobres que les HPC classiques. On a des estimations, donc certains constructeurs ont des consommations qui oscillent autour du kilowatt, d'autres plutôt autour de plusieurs dizaines de mégawatts, voire plus. Donc en fait, s'il n'y a pas de consensus, c'est vraisemblablement que les 2 voies sont encore possibles et que il nous appartient à nous de choisir une des 2 voies. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire dans le cadre du projet, c'est aller chercher les conditions d'un avantage quantique énergétique. En espérant de l'avoir en même temps que l'avantage quantique computationnel, on va essayer de quantifier l'avantage quantique énergétique, parce que ça va devenir un enjeu stratégique, un enjeu de positionnement des startups nationales et européennes, et ça va leur donner clairement un avantage compétitif. Donc le projet OECQ, que
que j'ai mentionné au début. C'est un projet qui réunit 4 acteurs. Donc EDF qui est, comme vous le savez sûrement, un acteur important du calcul scientifique. Donc EDF achète et opère des HPC et un usage de code intensif qui sont énergétiquement coûteux. Candela développe une machine photonique, une machine quantique photonique, et Alice Bob développe une machine quantique à base de qubits de chat. Ce qu'on veut essayer, nous, c'est déjà quantifier ce que coûte un calcul classique d'un point de vue énergétique. Ne dis rien, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Écrire des équivalents des traitements classiques sur des machines quantiques et mesurer l'énergétique nécessaire à faire tourner les calculs. Alors, pour mesurer l'énergétique, on s'appuie sur le CNRS, l'équipe KET, qui a un leadership mondial en thermodynamique quantique, et donc qui va nous aider à modéliser les flux de chaleur qui ont lieu dans les puces quantiques que fournissent Alice Bob et Candela. Tout ça se fait aussi dans le cadre de la QI, puisque les membres fondateurs, plusieurs des membres fondateurs de la QI sont dans le consortium. Consortium qui s'inclut dans l'écosystème national et mondial avec des liens avec Eviden, OVH, IEEE, dans lequel on a un groupe de travail sur l'énergétique du calcul quantique. Donc, en fait, c'est une question qui en 2022, quand on a commencé la discussion, était un nice to have et qui devient de plus en plus une question d'intérêt. En témoigne la liste croissante des signataires de la QI, qui est une initiative liée à l'énergétique du calcul quantique. Et je rends la main à mes collègues, Ariane. Merci. Alors, donc, maintenant qu'on vous a présenté le quantique, la thermodynamique quantique, le projet OECQ, je voulais terminer sur un petit aperçu de concrètement comment ces notions se traduisent au niveau de l'ordinateur quantique qu'on développe à Candela. Donc, Catherine, si tu pouvais lancer la vidéo, si ça fonctionne. Donc là, ici, c'est une représentation de la CPU qu'on développe à Candela. Donc à Candela, on développe un ordinateur quantique photonique, c'est-à-dire qu'on utilise des photons pour transporter et encoder l'information. Donc tout commence à gauche, la source. On a une source de photons unique qui en fait va créer des photons identiques. Ces photons, ils passent ensuite dans un démultiplexeur qui va leur permettre d'arriver simultanément au niveau du circuit quantique, donc du circuit photonique. Donc le circuit photonique, c'est cette grande boîte avec ses différents traits et intersections. Et en fait, ce qui se passe, donc le circuit photonique, très concrètement, c'est un circuit optique avec des... Est-ce qu'on peut relancer la vidéo, s'il vous plaît? Merci. Si c'est possible. Sinon, c'est pas très grave. Voilà, et donc concrètement, dans ce circuit, c'est des objets optiques standards, des séparateurs de faisceaux et des choses comme ça. Et en fait, ce circuit photonique, on peut vraiment penser comme étant l'analogue d'un circuit d'ordinateur, c'est là-dedans que le calcul a lieu. En sortie du circuit, les photons sont récoltés, mesurés, et l'information est ensuite traitée de façon classique pour pouvoir conclure le calcul. Voilà, on peut revenir à la présentation maintenant. Merci. Donc ça, c'était pour vous présenter un petit peu le type de hardware qu'on a. Et maintenant, du point de vue... donc voilà, ici, vous avez sur la gauche une photo de l'ordinateur complet et au milieu, une représentation de ce que je viens de vous expliquer avec la vidéo dynamique. Alors, pourquoi j'ai pris le temps de vous expliquer un petit peu tout ça? C'est parce que je mentionnais tout à l'heure que pour l'énergétique, en fait, la fait qu'on va avoir une diversité de hardware, ça joue un grand rôle finalement dans le coût énergétique complet. À Candela, finalement, la partie vraiment quantique, c'est cette source de photons unique qu'on a tout au départ et qui est un objet qui doit fonctionner à une température de 4 Kelvin, donc ça veut dire moins 296 degrés Celsius. Ça paraît bas, mais en fait, dans le monde du quantique, c'est pas si froid que ça. Ça veut dire que les cryostats dont on a besoin, ils opèrent finalement avec une consommation électrique assez relativement basse. Et ensuite, les calculs peuvent être faits à température ambiante. Dans le cas de la technologie actuelle qu'on a, la puissance totale consommée par la puce est autour de 3 kW
Pour comparaison, la CPU d'un superordinateur serait autour de 60 kW. Je vais conclure par donc ça c'est pour la technologie actuelle. Je vais conclure pour commenter un petit peu donc Joseph vous expliquait que nous on est en train dans le cas du projet OECQ, notre ambition c'est de pouvoir quantifier et anticiper les coûts énergétiques du calcul quantique et de voir s'il y a un avantage énergétique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire avec du quantique des calculs avec une consommation énergétique plus basse que pour les ordinateurs classiques. Donc c'est un travail qui est difficile, c'est pour ça qu'on a ce consortium et que ça va s'étaler sur plusieurs années, mais pour donner un aperçu, on commence à avoir des résultats. Et donc là, je vous présente un exemple d'une estimation qu'on a faite pour un algorithme particulier qui s'appelle l'échantillonnage de boson. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas important. Mais tout ce que je voulais me présenter ici, c'est que ce qu'on a sur ce graphe, c'est donc sur l'axe vertical, la consommation énergétique pour cette tâche, et sur l'axe horizontal, le nombre de photons qui sont nécessaires. Et ce qu'on compare, c'est la ligne noire qui monte linéairement, c'est la consommation énergétique pour le cas classique. Et l'autre courbe, c'est ce qu'un ordinateur quantique consomme. Et on voit qu'effectivement, arrivé à un certain nombre de photons, l'ordinateur quantique passe bien en dessous de la consommation énergétique d'un ordinateur classique. Voilà, donc pour conclure, pour résumer un petit peu peut-être les points à retenir de cette longue présentation, la mécanique quantique qui s'est développée au cours du XXe siècle, ça a permis de développer des ordinateurs quantiques qui présentent ce qu'on appelle un avantage computationnel, c'est-à-dire qui permettent de résoudre des tâches que des ordinateurs classiques ne peuvent pas résoudre. Et ça, c'était la motivation première de leur développement. Ce dont on s'est rendu compte plus récemment, c'est qu'il y a possiblement aussi un avantage énergétique de ces technologies quantiques. Et suite à ce constat, il y a eu la mise en place du projet donc OECQ pour optimiser l'énergie du calcul quantique, dont fait partie Candela et CEBOB, et aussi en collaboration avec EDF et le CNRS. Et le but donc de cette initiative, qui est un projet qui s'étale sur 4 ans, c'est de pouvoir comparer la consommation énergétique des ordinateurs quantiques à celle des ordinateurs classiques et optimiser la consommation des ordinateurs quantiques quand on ira vers des ordinateurs à plus grande échelle. Voilà, donc maintenant, si vous avez des questions, je crois qu'on sera ravis de vous répondre. Oui, eh bien, merci à tous les trois. Très didactique, très intéressant et très impactant sur l'avenir de la consommation énergétique de toute cette dynamique du calcul. Donc, merci encore à vous tous. Donc, je vais reprendre les questions et vous les poser par ordre d'arrivée. Alors, la première question. Candela a-t-elle un avis critique du niveau processeur Microsoft Majorana? Ah, ça c'est une question. Je peux répondre. Bon, c'est un petit peu hors du sujet du séminaire, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a deux questions qui sont un peu séparées. Il y a la question des résultats scientifiques dans le papier qui a été publié, et après la question de la machine médiatique derrière, avec des journalistes qui sont pas forcément toujours... Enfin, disons qu'ils génèrent des articles aussi pour qu'il y ait le plus de vues possible. Donc, si on prend les résultats du papier, c'est un très bon papier scientifique et qui ne prouve pas des qubits de Majorana. Enfin, disons, c'est un pas vers la création de qubits de Majorana, mais ce n'est pas une démonstration d'un qubit de Majorana. Donc, pour faire court, un qubit de Majorana, c'est un qubit topologique, et un qubit topologique, c'est un qubit qui est beaucoup plus résistant aux erreurs parce qu'il est topologique, et donc une erreur induirait un changement de phase topologique, ce qui est très compliqué à faire. Mais c'est très dur à créer. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de démonstration formelle d'un qubit de Majorana. En off, il y a des scientifiques de Microsoft qui ont dit que le papier, du coup, ça fait quand même longtemps qu'il est dans le processus de publication à Nature. Et donc depuis, ça fait 1 an, et donc depuis, ils auraient la preuve de la création d'un qubit de Majorana, mais pour l'instant, on n'a pas encore vu cette preuve nous-mêmes, donc je pourrais pas commenter sur ça.
Donc pour moi, disons, c'est un très beau papier. Il n'y a pas encore de démonstration de qubits de Majorana comme on peut le voir dans les littératures. Certains scientifiques de Microsoft disent que maintenant oui, mais il faut qu'on voit ça dans des papiers pour pouvoir en juger. Voilà ce que je peux en dire. Je peux peut-être rajouter, merci Pierre-Emmanuel, je peux peut-être rajouter un petit commentaire d'un utilisateur final. C'est effectivement un très beau résultat scientifique. Et évidemment, le combo Microsoft plus papier dans Nature, ça fait beaucoup de bruit dans la presse. Bon, c'est un premier qubit, c'est très bien. Candela a fait son premier qubit il y a quelques années maintenant. IBM a fait le sien il y a 20 ans. Bon, c'est le chemin que ça prend pour passer de 1 qubit à plusieurs milliers. Merci à vous deux pour cette réponse. Deuxième question. Concernant les enjeux énergétiques, j'imagine que Candela est en relation avec l'initiative QEI ou d'autres initiatives dans le HPC. Oui, donc Pouvez-vous en dire plus sur ce sujet? C'est pour Ariane? Oui, bon, je peux peut-être commenter rapidement parce que je pense qu'on a sans doute répondu pendant la présentation. Oui. Donc effectivement, Candela fait partie du consortium Quantum Energy Initiative. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a besoin d'en dire tellement plus. Oui, non, je pense que vous avez. C'était une question qui avait été posée. Une question sur laquelle vous avez pas mal aussi développé. Qu'en est-il de la thermodynamique quantique? Peut-être juste rappeler ce que vous avez un peu présenté déjà. Oui, donc je pense que bon, j'en ai déjà parlé. Donc la thermodynamique quantique, effectivement, c'est une théorie qui est. Oui, je ne vais pas trop revenir sur ce que j'ai dit, mais c'est vrai que voilà, moi, c'est le domaine d'où je viens. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Candela pour pouvoir justement appliquer ces idées, ce formalisme à la quantification du coût énergétique du calcul quantique. Donc on a besoin de la thermodynamique quantique pour faire ce travail d'analyse énergétique. Oui. Très bien. C'était important de le rappeler. Alors, quatrième question. N'est-ce pas la réversibilité de certains systèmes quantiques qui permet l'avantage énergétique? Alors, question, Joseph. Oui, je peux commencer un élément, après je vais laisser les physiciens compléter. Alors effectivement, c'est ce qu'on lit beaucoup dans les textbooks, on dit que les calculs étant réversibles, ils ne génèrent pas d'énergie. Bon, après, on oublie qu'il y a aussi dans le processus la mesure qui peut polluer aussi, qui peut générer de l'énergie. Dans une machine quantique qui refroidit dans un cryostat, il y a aussi toutes les techno habilitantes, donc, qui génèrent, elles, de la chaleur. Et il faut bien imaginer qu'un millikelvin qu'on génère dans un cryostat doit être évacué à l'extérieur. Et puis ça coûte beaucoup plus d'énergie que nécessaire. Donc, il y a aussi les techno habilitants qui sont autour. Donc, il faut regarder toute l'équation. Ouais, si je veux compléter ce que dit Joseph, je suis très d'accord avec sa réponse. Disons, il y a la théorie. Donc, la théorie dit qu'effectivement, si vous utilisez un système réversible, vous pouvez avoir des avantages sur la génération d'entropie et donc sur la thermodynamique finalement. Mais ensuite, il y a tout ce qui est autour qui permet d'initialiser un système quantique, donc toutes les technologies habilitantes, et ça consomme de l'énergie, et ça, c'est pas réversible. Donc, en fait, il faut quand même regarder un peu globalement le système pour en faire des conclusions. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans le projet OECQ, c'est-à-dire que on essaye vraiment de prendre tout le stack de calcul de A à Z en essayant de ne pas oublier un élément qui serait quand même très important pour le coût énergétique. Je vais peut-être du coup finir avec un petit commentaire aussi, parce que c'est vrai que c'est effectivement une notion de réversibilité. C'est sans doute vrai à des niveaux très fondamentaux, donc qui sont peut-être des résultats qu'on entend beaucoup dans le domaine fondamental de la thermodynamique quantique. Mais voilà, quand on s'intéresse à une vraie machine, il n'y a pas que des effets quantiques en fait, il y a aussi tout l'ensemble. Et c'est pas évident en fait de donner une réponse rapide à pourquoi il y a cet avantage énergétique en fait. Mais c'est quelque chose qu'on devrait comprendre mieux dans les années qui viennent, je pense. Merci pour vos réponses. Question suivante. On peut quand même réaliser
un algo quantique correct sans l'aspect magie quantique? Ouais, donc ça, j'ai l'impression que j'ai ouvert une porte en disant magie. Donc en fait, magie, je sais pas trop d'ailleurs si c'est vraiment un terme français. Disons, je fais beaucoup de recherches en anglais, et donc en anglais, ça s'appelle magic. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le mot magie. Je sais pas s'il y a vraiment un terme en français. Donc disons, si j'essaie de donner un peu d'éléments de contexte, il y a une classe de calcul qui s'appelle les opérations Clifford. Clifford, c'est un monsieur. Donc c'est un ensemble d'opérations. Et il s'avère que si on fait des opérations qui ne sont que des opérations de Clifford, il y a un théorème qui est dû à Gotsman qui dit que tout le calcul que vous faites, même si vous utilisez beaucoup de quantiques dedans, tout ce calcul, en fait, il sera tractable classiquement parce qu'il y a une théorie qui s'appelle la théorie des stabilisateurs, qui est une autre représentation des systèmes quantiques et qui fait que dès que vous restez dans Clifford, vous avez stabilisateur qui s'applique et donc votre calcul est finalement représentable classiquement. On n'a pas ce coût exponentiel qui arrive dans le calcul. Si on peut vraiment tout faire de manière non exponentielle. Et donc, il y a une question qui s'est très vite posée, c'est, d'accord, donc ça c'est si on reste dans Clifford, mais comment on échappe à Clifford? Et dès que vous échappez à Clifford, finalement vous ajoutez de la magie, c'est ça la magie, c'est échapper à Clifford. Et donc, par exemple, un coût de simulation d'un algo quantique, il va croître avec le nombre d'opérations qui sont magiques, donc non Clifford. Et donc, on peut pas, voilà, pour répondre à la question, on ne peut pas faire un algorithme quantique avec un avantage computationnel qui n'est pas de magie. Si je veux vraiment répondre à la question. Voilà. Intéressant, très intéressant. Alors, je reviens. Et dernière question doit bien intéressante. Alors, je reprends la question suivante. J'en étais à celle-ci. Alors voilà, ça y est, j'ai trouvé la nouvelle question. Alors, l'avantage quantique énergétique sera-t-il contrecarré par un effet rebond? C'est la première question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le risque de voir se multiplier un jour des calculs quantiques qui finalement consommeront autant d'énergie, sinon plus. Ouais, tu veux y aller ou j'y vais, Joseph? Non, vas-y, puis je compléterai. Ça marche. Moi, je trouve que c'est une excellente question. C'est très, très important de la poser. Je laisserai Joseph en dire un mot dans le cadre du projet OSCQ, parce que c'est une question qu'on s'est aussi posée. Mais disons, c'est pas une question auquel je peux répondre malheureusement. Moi, j'espère qu'il n'y aura pas d'effet rebond à titre personnel, mais en fait, c'est plutôt une question de société finalement. C'est-à-dire que une fois qu'on aura un ordinateur quantique qui sera passé à l'échelle et qui résiste aux erreurs, la surutilisation d'un ordinateur qui serait moins coûteux énergétiquement, c'est une question qui est légitime de poser. Et je pense mais c'est une question qui est sociétale, c'est pas une question auquel je peux répondre en tant que scientifique. Moi, je pense que c'est quand même toujours important de rendre un outil plus sobre, si on peut le rendre plus sobre. Donc ça, c'est plutôt un rôle scientifique finalement. L'utilisation, je pourrais pas trop y répondre. J'irais quand même sur un terrain un peu glissant qui est celui de l'IA. Dans l'IA, pour, disons, l'entraînement des Large Language Models, les LLM, la question ne s'est pas vraiment posée très tôt de la consommation énergétique. C'est plutôt une limitation finalement. Enfin, disons qu'il y a quand même des gros joueurs qui ont commencé à réfléchir à, au lieu de diminuer la consommation énergétique, créer des mini-centrales nucléaires pour entraîner les LLM. Donc, on en était quand même à ce stade-là. Et on a vu, alors bon, il y a peut-être des débats, j'ai pas trop suivi dernièrement, mais on a vu quand même avec DeepSeek qu'il y a des possibilités de réduire énormément la consommation énergétique pour l'entraînement. Et ça, j'ai pas l'impression que ça crée vraiment un effet rebond dans le sens où
j'ai l'impression que le consensus, c'est que ça va vraiment diminuer la facture plus que. Alors, je dis pas que l'utilisation va pas être massive, l'utilisation va quand même être massive, mais l'utilisation aurait été massive dans les deux cas, donc autant avoir une utilisation massive à une énergie moins importante. Voilà. C'est ce que je voulais en dire. Mais c'est un peu intéressant parce que je sais pas trop, en plus, les derniers développements sur DeepSeek. Mais voilà. Et Joseph, tu voulais peut-être compléter un peu sur OSCQ? Non, effectivement, c'est une très bonne question et tu as déjà bien répondu. Alors, dans le cadre de OSCQ, on va essayer de se faire aider par des philosophes des sciences parce que c'est une question un peu générale hein, sur où s'arrête le rôle du scientifique. Effectivement, un chercheur de CNRS, une entreprise comme Candela, on ne peut pas forcément les empêcher, on ne leur demande pas de les empêcher d'aller rechercher de l'efficacité énergétique. Par contre, le problème devient sociétal et devient politique. Donc c'est plutôt, faut bien essayer de définir les rôles dans cette question. Le scientifique doit chercher l'efficacité et après au politique de légiférer. Ariane, vous vouliez peut-être rajouter un sujet? Non, je suis d'accord avec ce qui a été dit, j'ai pas grand-chose à ajouter. Très bien. Alors, je vais vous poser la question suivante. Quelles sont les pistes de technologie pour optimiser la consommation des ordinateurs quantiques? Ça, vous en aviez un petit peu parlé, juste pour rafraîchir. Oui, bon, ça, je peux peut-être répondre rapidement. Bon, en fait, pour faire court, là, on en est encore à un stade de modélisation de notre technologie et d'exploration, en fait, des pistes d'optimisation. Donc, j'ai pas encore de réponse vraiment courte et à donner. Il y a plusieurs pistes, mais voilà, c'est encore trop tôt pour dire qu'il y a un choix qui a été fait, quoi. Là, on en est encore vraiment au stade de modélisation et de quantification et de modélisation. Peut-être que... Ouais, je voudrais juste ajouter un point, disons quelque chose qui permettra d'aider énergétiquement dans tous les cas, c'est un progrès sur les technologies habilitantes, donc la cryogénie. Disons, peu importe les choix technologiques qui vont être impactés par notre recherche, un progrès sur une consommation moindre pour atteindre tel niveau de température, ce sera toujours bon à prendre. Toujours. Ce sera un coup systématique, disons, si je veux revenir dans le Bien. Très clair. Alors ensuite, vous n'avez pas évoqué les erreurs qui poussent à penser en qubit logique plutôt qu'en qubit physique. Les machines de Candela sont-elles bruitées également? Ouais, très bonne question. Donc les machines de Candela sont effectivement bruitées. La seule manière de combattre le bruit connue à l'heure actuelle, c'est de faire ce qu'on appelle la correction d'erreur quantique. Et donc peut-être un mot là-dessus pour ceux qui ne sont pas familiers, ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le terme. La correction d'erreur quantique, c'est, disons, utiliser la redondance des systèmes quantiques. Donc au lieu d'avoir l'information encodée dans un qubit physique, on va avoir l'information encodée dans plusieurs qubits physiques. Et ces plusieurs qubits physiques, on va appeler ça un qubit logique. Donc, plusieurs qubits physiques donnent un qubit logique. Et ce qubit logique est plus résistant aux erreurs parce que l'erreur, l'information est un peu encodée de manière redondante. Et donc, évidemment, c'est des pistes sur lesquelles on travaille beaucoup à Candela. On a une grosse activité sur la correction d'erreurs quantiques. On travaille à faire des démonstrations théoriques expérimentales. La machine est en place. D'un point de vue énergétique, on n'en est pas encore à considérer le coût sur une machine qui serait résistante aux fautes, mais c'est le programme de recherche, disons. Donc à l'heure actuelle, non. On en reparle dans quelques temps et la réponse sera oui. Très bien. Alors, question suivante. Vous avez montré une courbe comparant l'utilisation énergétique classique et quantique d'un ordinateur photonique. Où en est-on actuellement et combien de temps avant que nous arrivions à l'avantage énergétique quantique? Je
Je peux commencer. Hein. C'est tout l'objet de Sécu. Donc c'est un travail qui assez étrangement n'a pas vraiment été commencé ailleurs. On y travaille et puis on espère qu'on pourra avoir des débuts de courbe d'ici la fin du projet. Donc c'est un projet qu'on a commencé en 2024 qui va durer 4 ans. Donc d'ici là, je pense qu'on aura des premières courbes. Bon, la question de la date, elle est un peu épineuse, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans le cas de Sécu, on va essayer de non seulement de mesurer l'énergétique des calculs quantiques et comparer ça à leur équivalent classique, mais optimiser les puces. C'est-à-dire, on va essayer d'orienter les choix techno pour atteindre cet avantage. Très bien. Alors, question suivante. Les calculateurs quantiques devant être couplés le plus souvent à des calculateurs classiques pour résoudre de nombreux problèmes, si j'ai bien compris, ça me concerne aussi, hein, c'était la question. Quelle est la part du calculateur quantique dans le coût énergétique global de ces machines hybrides? Est-ce que vous avez une... Ouais, c'est une très très bonne question, et d'ailleurs c'est une question qu'on se pose beaucoup dans OSCQ pour plusieurs raisons. Je vais essayer de distinguer deux régimes. Il y a le régime, disons, actuel et le régime correction d'erreur dont je parlais avant. Dans le régime actuel, le coût dominant, c'est quand même le coût quantique, enfin le coût issu de la technologie quantique. Il y a évidemment, c'est toujours des machines hybrides, donc il y a toujours un coût associé à l'utilisation des systèmes classiques, mais c'est vraiment un coût marginal. Donc pour les machines un peu qu'on a actuellement, on se concentre vraiment sur la partie quantique et c'est vraiment le coût principal. Maintenant, il y a une autre question qui est à long terme, les machines seront toujours hybrides parce qu'on aura toujours besoin d'un pilotage classique. Et notamment dans les problèmes de correction d'erreur, il y a un problème qui peut être assez dur, c'est le problème de décodage. Donc le décodage, c'est on a essayé de repérer où est-ce qu'il pouvait y avoir une erreur dans le calcul quantique pour essayer de le corriger. Et donc, à partir de ces mesures, trouver le décodage à appliquer pour retrouver l'information initiale. C'est un peu ça le problème. Et ce problème-là, c'est un problème classique qu'il faut faire extrêmement rapidement, puisque, je vous le rappelle, il faut qu'on garde la cohérence quantique. Donc, si ce problème de décodage qui est fait classiquement est trop long, le système quantique va perdre ses propriétés quantiques. Donc, on ne veut pas ça. On veut que le problème de décodage soit fait rapidement. Et donc, si on veut le faire très rapidement et que... la manière de le faire le plus rapidement, c'est de le faire proche du système quantique. Mais si on le fait proche du système quantique, ça veut dire que il faut le faire proche du cryostat. Alors, est-ce qu'on le met dans le cryostat? Est-ce qu'on ne met pas dans le cryostat? Ça, c'est des questions dures. Si on met dans le cryostat, évidemment, il faut aussi refroidir la partie calcul classique. Ça, c'est compliqué. Oui. Donc, il y a toutes ces questions-là qui sont des questions très, très intéressantes, qui ne sont pas encore répondues. Et ouais, voilà, qui rendent pour moi la question posée infiniment intéressante et qui impacteront beaucoup la facture énergétique à la fin. Donc, c'est des questions qu'on se pose beaucoup dans le projet. Merci. Et voilà maintenant l'heure de la dernière question, un peu taquine. Y a-t-il un vrai ordinateur quantique chez Candela? Ou sommes-nous toujours dans la simulation? Ah, ça c'est une vraie question, une vraie dernière question. Ouais, c'est une bonne question. Le vrai est un peu... j'imagine la partie taquine de la question. Donc oui, il y a un ordinateur quantique à Candela. Oui. On peut y accéder d'ailleurs depuis un cloud. Donc c'est-à-dire que vous pouvez chez vous faire des lignes de code sur Python. C'est très très intuitif et envoyer votre calcul sur nos machines à Candela par le cloud. Donc on a un ordinateur quantique. On en a même plusieurs. On en a envoyé chez OVH. On en a envoyé au Canada aussi. Donc il y a plusieurs ordinateurs quantiques. Maintenant, c'est toujours des ordinateurs qui sont de petite taille. Évidemment, ça augmente assez rapidement. On fait des itérations pour avoir des ordinateurs de plus en plus compliqués. Mais on est toujours dans des régimes où on peut faire des choses qui sont, on peut faire des choses qui ne sont que simulables classiquement. Donc, il n'y a pas encore d'avantage computationnel sur nos machines. Mais ça ne saurait tarder. Il y a des ordinateurs quantiques chez Candela et on les a utilisés et oui. Ça fonctionne comme on l'attendait. Donc, bravo à eux.
Eh bien, écoutez, c'est le mot de la fin. Bravo à vous pour cette brillante démonstration et puis pour votre titre de champion. Nous vous félicitons à nouveau et nous vous remercions de votre présentation. On arrive au terme de ce webinaire et de la semaine des champions. Juste pour vous rappeler que tous les webinaires sur lesquels vous êtes inscrit ou pas encore inscrit, sur lesquels vous avez été présent ou pas, sont déjà disponibles et que vous avez la possibilité de les voir et de les revoir. Et c'est tout ce que nous vous souhaitons parce qu'on a 5 sujets passionnants et 5 champions vraiment de très haut calibre et dont on est très fiers de cette promotion. Voilà, eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur toutes les actualités du pôle. Vous verrez qu'on sera aussi présent dans quelques semaines pour vous présenter l'organisation des 20 ans du pôle. Et préparez-vous à des sujets et à des événements passionnants qui sont sous la haute bienveillance et organisation de Catherine, qui a travaillé avec moi sur ce programme champion. Et voilà. Et je remercie Ariane, Joseph et Pierre-Emmanuel pour leur intervention et je les félicite encore pour le titre de champion 2024. Merci. Merci à tous. Merci aux questions. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.